Mes chers camarades, bien le bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nota Bonus, voilà, où on parle un petit peu des dessous de YouTube, et je voulais vous parler d'un truc, j'ai fait un thread sur Twitter il n'y a pas très longtemps, qui a bien tourné à propos d'un problème que j'ai rencontré, un problème qui n'est pas nouveau, clairement, mais qui va se poser de plus en plus, puisqu'en ce moment la politique de YouTube est un petit peu agressive, hein, on va dire. Donc c'est bien d'en parler. Ce problème, c'est les revendications des musiques qu'on peut utiliser dans nos vidéos par des ayants droit. Donc un ayant droit, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui dit cette musique, elle est à moi, hein, c'est moi qui ai le producteur ou c'est moi qui ai les droits de cette musique. Donc tu utilises pas cette musique ou alors tu me donnes les sous que tu génères à travers les revenus de ta vidéo parce que cette musique, elle m'appartient à moi. Alors sur le principe, tout est discutable. Tout est discutable, c'est-à-dire que effectivement, si tu prends quelque chose où t'as pas les droits et c'est pas à toi, tu l'utilises quand même. Ça peut paraître légitime que la personne en face te dise si c'est pas à toi, c'est à moi, donc tu te fais pas des thunes avec, quoi. Bon, ça se défend, ça se défend. Dans le cadre d'extraits, pour moi, ça se défend moins, mais bon. Ça, c'est une chose. Moi, la plupart du temps, quand j'utilise des musiques dans mes productions, c'est des musiques, je mets quand même c'est pas des extraits, quoi. C'est une partie importante de la musique. Donc la question, elle se pose pas vraiment. Le truc, c'est que de mon côté, j'ai les droits sur toutes les musiques que j'utilise, et pourtant, j'ai des problèmes. Alors pour comprendre un petit peu pourquoi j'ai des problèmes, il faut comprendre aussi comment est-ce que on peut utiliser la musique ou choisir de la musique sur YouTube. Et pourquoi c'est important aussi qu'il y ait de la musique. Parce que quand j'ai expliqué mon problème, j'ai pas mal de gens qui m'ont dit « Mais ne mets pas de musique !» Ne mets pas de musique sur tes vidéos, à quoi ça sert ? Et puis au moins ça montrera à YouTube, ça leur fera bien les pieds, au moins t'auras pas de soucis de réclamation. Ouais, mais en fait la musique c'est hyper important en fonction de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que la création audiovisuelle appartient à chaque vidéaste, à chaque auteur, à chaque réalisateur, et le son, c'est une partie extrêmement importante dans une vidéo ou un reportage qu'on va publier. Moi-même, j'ai un BTS audiovisuel orienté vers l'image. Mon métier à la base, c'est d'être caméraman ou de gérer de la lumière. Le premier truc que j'ai appris, c'est que ce qui est le plus important dans une vidéo, c'est pas l'image, c'est le son. C'est vraiment le son, parce que un son dégueulasse, ça empêche vraiment les gens de se concentrer, de regarder une vidéo, alors qu'une image dégueulasse, moins. Et à partir du moment où c'est intelligible, c'est cool. Et donc plus tu travailles l'audio, et plus les gens sont impliqués dans le programme qu'ils sont en train de regarder. Et pour moi, la musique, c'est extrêmement important, et c'est important d'avoir une musique de bonne qualité qui puisse accompagner tous les reportages que je produis sur la chaîne, toutes les vidéos que je produis sur la chaîne. Alors pour utiliser des musiques, il y a vraiment plein de manières de procéder. YouTube met à disposition une audiothèque de manière totalement gratuite sur le site à disposition des créateurs. C'est-à-dire qu'il y a une audiothèque avec plein de titres musicaux qui sont à disposition. On peut choisir par ambiance, par type de musique, voilà. Et puis il y a des musiques qui sont ajoutées de temps en temps. Les vidéastes peuvent aller en toute sécurité piocher là-dedans pour leur création, et c'est une bonne chose, Sauf que il n'y a pas non plus un choix de ouf. La qualité des productions est assez aléatoire aussi, et le problème de ces vidéos-là, de ces musiques-là, c'est qu'elles sont utilisées dans énormément de vidéos. Autant vous dire que si vous voulez avoir une démarche un peu créative, un petit peu originale, si vous voulez donner une ambiance, un cachet un petit peu unique à votre production, c'est pas forcément vers ce catalogue de musique-là que vous allez vous tourner, parce que peut-être que la musique va très bien se prêter aux propos que vous êtes en train de montrer dans la vidéo, en fait. Peut-être que la musique va très bien s'intégrer dans votre montage. Mais l'internaute qui est sur YouTube, qui va entendre cette musique, tout de suite il va se dire « Ah ok, mais ça j'ai entendu cette musique-là dans le vlog où le gars il bouffait ses croque-monsieur, et puis je l'ai entendu aussi dans telle vidéo où le gars il faisait des micro-trottoirs et trucs bidules, et puis je l'ai entendu dans tel truc de danse. » Voilà. Et le fait est que tout de suite ça peut sortir la personne de la production, parce que elle se dit « Ouais mais en fait j'entends cette musique absolument partout, quoi. » Donc ça peut même avoir un côté contre-productif où la personne se dit « Ah putain, encore cette musique, quoi. »
Donc, moi, de mon côté, j'ai un petit peu de mal à aller vers ce type de catalogue. Mais ça peut être très utile pour tout un tas de vidéastes qui n'ont pas envie de se prendre le chou et qui n'ont pas forcément d'intérêt à utiliser un autre catalogue. Ensuite, il y a des catalogues qu'on peut trouver sur Internet à plein de prix différents. Hein. C'est-à-dire que c'est des catalogues qui vont de 10 balles par mois à plusieurs milliers d'euros par an. Et donc là, on souscrit un abonnement, tout simplement, et on peut aller piocher des musiques dedans. Parmi les très connus, par exemple, il y a Epidemic Sound, ou comme musique qu'on peut acheter à l'unité pour illustrer ces épisodes, on a Audio Jungle, qui sont des sites où on peut payer soit une licence, soit à la musique, pour... Voilà, tu payes 7 € une musique, ou 10 balles par mois ou 15 balles par mois pour utiliser le catalogue, et tu pioches dedans, et tu mets ce que tu veux sur tes vidéos, et théoriquement, t'as pas de problème. Et donc, c'est cool. Le prix varie en fonction en général de la qualité du catalogue, hein, c'est-à-dire à savoir si c'est un catalogue qui est exclusif ou pas, si les musiques sont de bonne qualité ou pas, si les enregistrements sont de bonne qualité ou pas, sur tout un tas de critères. Et donc, moi, typiquement, j'utilise un catalogue qui s'appelle Audio Network, qui est un catalogue qui est utilisé par plusieurs grandes chaînes, même de TV, ou comme la BBC. Ils ont des gros clients, et vraiment, c'est hyper bien. Sur Audio Network, tu peux vraiment tout filtrer, le nombre de BPM, la durée de la vidéo, le style, les instrus. En plus, la grande majorité du temps, quand tu as une musique qui te plaît, tu cliques dessus et tu peux télécharger 10 versions de la musique, une avec sans les voix, une avec juste tel instrument, une version plus courte remixée avec tel truc. Donc tu as vraiment un choix énorme, et c'est vraiment trop bien, quoi. Après, les prix sont vraiment pas les mêmes. C'est-à-dire que moi, je paye un service plusieurs milliers d'euros par an, mais ça vaut le coup, parce que de mon côté, j'utilise énormément de musique dans mes vidéos, je sors énormément de vidéos, et j'accorde énormément d'importance à la qualité de production de ces musiques, et aussi à la rétribution des artistes, hein, puisque ça... L'avantage du network, c'est que je sais que les artistes sont bien payés. Tous les orchestres qui jouent, c'est à Londres que ça se passe, les enregistrements et tout. Donc je sais que derrière, c'est sécure, et qu'il n'y a pas de problème, et que les artistes ne sont pas exploités, et tout le monde s'y retrouve, et c'est bien. Et moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une économie qui me permet d'utiliser un catalogue comme Audio Network, alors je le fais, et c'est très bien, et j'ai de très bonnes relations avec eux, j'en suis très content. Donc voilà ce que j'utilise. Après, il peut y avoir des gens qui vont aller en one-to-one, on va dire, négocier avec des artistes. Ça peut être des musiciens indépendants, des petits groupes, qui leur disent est-ce que je peux utiliser ta musique pour ma vidéo ? Ouais, il n'y a pas de problème et tout. Bon, c'est cool. Ça peut être une très bonne alternative, ça peut poser d'autres styles de problèmes. Je sais pas moi, l'artiste décolle, boum, d'un coup, il rentre dans un processus de production un peu plus vénère, et là, les musiques qu'il utilisait au départ, commence à y avoir des problèmes de droit, donc tes vidéos, il peut y avoir des soucis, si jamais l'artiste change sa politique, et que si c'était ok au départ, ça l'est plus après, ça peut poser ce genre de problème. Ou alors il faut tout bien clean par contrat dès le début avec la personne, il faut pas se contenter d'un top là, il n'y a pas de problème. Ça pose un autre problème, c'est que il faut aller négocier les droits un par un à chaque fois, donc c'est assez chronophage. Donc je pense que c'est une démarche qui peut être cohérente si tu sors pas beaucoup de vidéos. Si tu es dans le cas d'une chaîne comme la mienne, comme Nota Bene, où on sort énormément de vidéos tous les mois, c'est-à-dire que sur la chaîne principale Nota Bene, on sort entre 5 et 8 productions par mois, et sur la chaîne bonus, on va sortir entre 5 et 15 vidéos par mois. Donc il faut du flux de musique un peu différent, des trucs différents, pour pouvoir alimenter les vidéos, quoi. Et ça, je pense que c'est pas viable, cette solution d'aller démarcher un par un les artistes. Si tu as un flux aussi énorme que ça. Et puis il y a la solution aussi, plutôt que d'aller voir
directement à un artiste ou autre, c'est de faire appel directement à un musicien pour créer votre propre musique originale. Et alors là, c'est vachement bien, hein, c'est trop bien, sauf que ça coûte des sous et c'est bien normal, parce qu'il faut rémunérer les artistes. Et bon, là, c'est pareil, il faut quand même avoir une assise financière pour se permettre ça. Et encore une fois, je pense pas que c'est adapté à des chaînes de flux comme la mienne, mais par contre, ça peut être adapté dans le cadre d'un très beau documentaire qu'on veut pousser ou d'un beau projet. Donc on se dit, vas-y, je mets les moyens, j'ai envie de faire un beau truc et tout. Ça, on peut le faire sans aucun problème, et c'est bien de le faire. D'ailleurs, par exemple, la musique d'attente de la chaîne Twitch, elle a été réalisée par Florent Garcia, voilà, je lui ai dit, est-ce que ça te dirait de bosser pour moi pour créer une musique originale pour la chaîne Twitch? Il l'a fait. Je l'ai rémunéré pour ça, et du coup il n'y a pas de problème, et on est au clair ensemble sur les utilisations de la musique, et voilà, et c'est très très bien, quoi. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, hein, d'ailleurs, elle est vachement bien. Quel est le problème maintenant qu'on rencontre avec YouTube une fois qu'on a décliné tout ça, et comment choisir sa musique? Parce qu'il y aura peut-être d'autres façons de se procurer de la musique. Le but de cette vidéo, c'était pas d'être exhaustif sur tous les moyens de se procurer de la musique pour aller faire une vidéo sur YouTube. Quel est le problème? Eh bien, c'est que YouTube est assez vénère du côté des droits musique et du côté des ayants droit, parce qu'ils ont eu des problèmes à un moment donné où tout le monde utilisait, je sais pas moi, du Shakira, des trucs un peu n'importe comment, et du coup les maisons de disques et les ayants droit se sont plaints en disant attendez, il y a plein de gens qui utilisent nos créations sur internet sans payer de droits dessus, c'est pas possible, voilà. Donc YouTube a dit c'est ok, bon, on a les ayants droit au cul, on peut pas faire autrement, on va faire ça, on va mettre en place un système de Content ID, hein, c'était le truc, c'est pour essayer de repérer les contenus qui appartiennent à des tiers. Donc typiquement, des musiques qu'on va utiliser, ou des extraits de films, ou ce genre de choses. Et ce Content ID chez YouTube, il s'est développé de plus en plus, et il s'est durci de plus en plus avec les années. Aujourd'hui, sur les musiques, a priori, je dis bien a priori, c'est au prorata de la musique. Hein, c'est-à-dire que si on a une vidéo qui fait 10 minutes, qu'on utilise une musique qui fait 2 minutes, que cette musique-là, elle est réclamée par un ayant droit, il y aura en gros 20% des sous de la vidéo qui partiront à l'ayant droit. Moi, c'est ce que j'ai compris. Maintenant, ça reste relativement flou. Voilà. Et avant, c'était l'intégralité des sous de la vidéo. Donc déjà, ça a eu un peu d'amélioration, mais je ne sais pas, en fait. Tout ça est très flou, parce que nous-mêmes, on ne peut pas évaluer combien on gagne sur chaque vidéo, ou combien on devrait gagner sur chaque vidéo. Vu que les revenus sont très aléatoires en fonction des vidéos, on ne sait pas. Et ça, on peut que croire YouTube et leur dire ah ok, vous me donnez ça pour la vidéo, d'accord, merci de m'avoir donné telle somme pour la vidéo. Mais en vrai, on sait pas vraiment à quoi ça correspond, on n'a pas moyen, nous, de l'évaluer ou d'être sûr qu'il n'y a pas de filoutage derrière, ou voilà, on ne sait pas. Et moi, il y a eu des périodes où ça a été plus simple que d'autres, mais en ce moment, c'est extrêmement compliqué. Ça fait un peu plus d'un an et demi, je crois maintenant, que YouTube a étendu les revendications de musique, c'est-à-dire la possibilité pour un ayant droit de dire « Attendez, sur cette vidéo, c'est ma musique, donc c'est moi qui touche les sous ». Ça, ils l'ont étendu à vraiment toutes les sociétés de gestion d'ayant droit dans le monde entier. Et surtout, ils l'ont déconnecté des territoires. C'est-à-dire que si j'utilise une musique qui est produite en France, rien n'empêche un producteur ou un ayant droit qui est situé en Chine ou au Brésil ou n'importe, voilà, de dire mais en fait ça c'est à moi, et de revendiquer la paternité de l'œuvre, et donc une partie des revenus du vidéaste. Le problème, c'est que bien souvent, ces ayants droit qui revendiquent la paternité de l'œuvre, ils l'ont pas. Ils n'ont pas les droits de cette musique. Ou alors, c'est des trucs qu'ils partagent avec d'autres catalogues. C'est-à-dire qu'il y a une musique avec un type qui a uploadé son truc sur plusieurs catalogues. Toi, tu l'achètes chez un catalogue, mais il est aussi chez un autre. Et en fait, t'as les droits dans le catalogue, t'as bien les droits où l'artiste va être rémunéré et tout, mais c'est quand même bloqué. Et pour faire valoir tes droits auprès de YouTube, c'est hyper compliqué. En fait, tu peux pas. T'es vraiment ultra dépendant de la plateforme. Ce qui fait que quand parfois tu peux être chez des catalogues un peu bas de gamme et tout, t'as des problèmes. Parce que tes musiques sont chez plusieurs personnes en même temps. Et là, la nouveauté, c'est que vu qu'ils ont étendu ça, et que maintenant vraiment
tout le monde dans le monde peut revendiquer tes musiques, on commence à avoir des problèmes même sur des catalogues haut de gamme. Et moi, alors que chez Audio Network, j'ai une qualité de service qui est incroyable, les musiques sont géniales, les gars sont ultra réactifs par mail, dès que j'ai le moindre problème et tout, et bah, j'ai quand même des soucis. Il y a encore 1 an et demi, 2 ans, par exemple avec Audio Network, j'avais pas de problème, j'utilisais les musiques, j'uploadais mes vidéos sur YouTube, j'avais pas de réclamation, tout allait bien. Aujourd'hui, je mets mes musiques, je mets mes vidéos en ligne, j'ai une réclamation, qui est une réclamation automatique en plus, disant bah ouais mais en fait cette musique elle est chez Audio Network. Oui, no shit Sherlock, je le sais. Donc j'envoie un mail à Audio Network en leur disant bah oui il y a le robot qui a identifié comme étant la musique étant chez vous, donc bah effectivement est-ce que vous pouvez faire sauter cette revendication? Et Audio Network dit bah oui bien sûr on peut le faire. Et le fait est que eux peuvent pas whitelist, c'est-à-dire ils peuvent pas dire à YouTube non mais Ben en fait on le sait il est chez nous, il y a pas de problème, il peut utiliser quoi. Ou alors s'ils le font, YouTube ne le prend pas en considération. Du coup c'est hyper chiant pour tout le monde parce que dès que j'upload une vidéo, avant c'était quoi 10% du temps j'avais une vidéo où il disait tiens là il y a une musique qui est identifiée, sur 10% de mes vidéos, donc j'envoyais un petit mail à Audio Network, il disait excuse-nous, on est désolé, ça t'a fait perdre un petit peu de temps, voilà, on clean le truc. Aujourd'hui, ça arrive sur 80% des vidéos, voire 90% des vidéos, il y a une revendication. Et plus seulement d'une musique, c'est-à-dire que de plus en plus, c'est 2, 3 musiques. Dernièrement, ça a été 4 musiques qui sont revendiquées sur chaque épisode. C'est hyper relou. Et c'est hyper relou, d'autant plus que Audio Network, ils y peuvent strictement rien de leur côté. Ils y peuvent strictement rien parce qu'ils sont tributaires de YouTube et de ce que YouTube met en place. Et donc c'est non seulement c'est chiant pour le créateur parce que comme moi si je veux uploader un truc au dernier moment et je me fais avoir, c'est ce qui s'est passé là sur l'historial de la Grande Guerre où les délais de validation étaient un petit peu serrés, donc y a une musique qui a été utilisée, en plus elle était très bien, elle allait très bien dans le montage. J'ai pas eu envie de la faire sauter, et j'ai publié le truc, j'ai perdu la monétisation dessus. Bon voilà, je l'ai accepté, mais le but du jeu c'est que j'anticipe un maximum l'upload des vidéos pour voir s'il y a une revendication des musiques, et pour me permettre de faire sauter la revendication ou de changer de musique si vraiment il y a un problème. Mais ça c'est chiant et ça demande énormément d'organisation, donc c'est très chiant de mon côté à moi, mais c'est très chiant du côté aussi des catalogues comme Audio Network qui font vraiment un travail remarquable. De leur côté, parce que ça met en péril aussi leur modèle. Toi, t'achètes des vidéos, des musiques pour être tranquille, et pour piocher dans un catalogue de qualité où tu vas pas avoir de problème. Et là, à cause de YouTube, eux aussi ont des problèmes. Et Audio Network, ça fait vivre plein de gens, et encore une fois, ça produit plein de musique de qualité, ça fait vivre des artistes, c'est vachement bien, quoi. Donc, ça fait chier, ça fait vraiment chier. Et ça fait d'autant plus chier que vu qu'ils ont ouvert les revendications dans d'autres pays, eh bien, il y a des gestionnaires d'ayants droit qui sont situés de l'autre côté du globe et qui vont dire « mais ça, c'est à moi ». Alors que ce n'est pas à eux. C'est à Audio Network, typiquement. Donc, on est bloqué. Là, on a eu le cas où j'ai une musique qui est un petit peu connue, qui a été utilisée dans la vidéo de l'historial, qui a été enregistrée de son côté par Audio Network avec leur orchestre, machin, super que j'ai utilisé. Eh bien, cette musique-là a été revendiquée, tenez-vous bien, par 12 sociétés d'ayants droit différentes, situées partout dans le globe. Alors, il y en a une en France, par exemple, la SACEM, il y en a une en Chine. Alors en France, on peut avoir un dialogue avec eux, on est en France, et on peut ouvrir le dialogue avec la SACEM et leur dire écoutez, là on a quelques problèmes de revendication et tout, on le sait, vous le faites pas forcément exprès, c'est avec les bots, les algorithmes, etc. qui vont détecter et qui le font automatiquement, mais il y a moyen de mettre des trucs en place entre nous pour que ça soit un petit peu plus fluide et qu'on puisse se protéger. Ça on peut le faire. Audio Network, c'est une société principalement qui évolue entre l'Angleterre et les États-Unis, mais qui a des racines en France aussi. Donc, sur ces différents territoires, on peut s'arranger. Il n'y a pas de problème. Mais aller s'arranger avec des ayants droit en Chine, c'est mort. C'est mort. Et là, pour le coup, moi, j'ai aucun moyen de contester, quoi.
Donc je peux juste m'asseoir sur le truc en fait. Et Audio Network est impuissant. Moi, je suis impuissant et en fait, ça fout les boules à tout le monde. Et donc là, on est vraiment dans un système totalement débile de copyright madness. Hein, c'est la folie des copyrights, quoi. Ou même quand tu payes un service de qualité et que tu le payes bien en plus à sa juste valeur, je veux dire, j'ai la chance, encore une fois, d'avoir une certaine assise économique pour mon activité. Et je sais qu'il y a peu de vidéastes qui dépensent des milliers d'euros en musique tous les ans dans leur production. Bon, j'ai la chance de pouvoir le faire. Et même en faisant ça, même en étant réglo à fond, on est emmerdé par YouTube. Je sais pas comment ça va évoluer, parce que là, on le voit depuis plusieurs mois, c'est de pire en pire. Sur les réclamations, c'est de plus en plus chiant. Et du coup, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Et le pire dans tout ça, c'est que des musiques qui sont créées par des indépendants, par exemple, et qui peuvent être utilisées dans les productions YouTube, quand vous le passez en one-to-one, voilà, elles peuvent ne pas échapper à ça aussi. Alors qu'il peut y avoir des boîtes qui réclament le truc en disant « mais ça, c'est à nous ». Et donc, vous, de votre côté, vous pouvez avoir une contestation, mais c'est chiant. Il y a plein de papiers à produire, et des fois, t'as beau envoyer un papier, ils te disent bah non, c'est pas vous qui avez les droits à la base. C'est très compliqué. C'est très compliqué à justifier. Et je me demande dans quelle mesure ça peut pas donner des dérives comme on a connu il y a quelques années, puisqu'il y a quelques années, on avait des trucs comme ça où on avait certaines boîtes qui pouvaient revendiquer la monétisation d'une vidéo. Mais là, c'était toute la monétisation d'une vidéo, parce que t'avais un truc à eux et tout, quoi. Moi, j'étais chez un network à l'époque, qui était censé m'aider à gérer un petit peu la chaîne, etc. Et j'ai vécu une situation de harcèlement de la part d'une société californienne qui a duré à peu près 1 an et demi. Et quasi systématiquement sur toutes les vidéos que je sortais, elle me faisait une revendication en disant c'est à nous cette vidéo, il a utilisé du contenu à nous, donc c'est nous qui touchons l'argent. Systématiquement, je devais fournir des preuves, faire des réclamations, faire appel à mon network pour faire sauter cette réclamation de thunes en disant non, c'est mon contenu à moi. Et ça a duré 18 mois. C'était méga chiant. J'ai perdu des thunes aussi parce que des fois, les premiers jours, du coup, c'était pas monétisé, quoi. Le temps que l'affaire soit réglée. Et le truc, c'est que ces boîtes-là, en fait, elles faisaient des revendications systématiques à plein de vidéastes parce qu'elles savaient très bien que il y en a. La monétisation, c'était pas leur but, c'était pas forcément de vivre de la chaîne. Et donc, ils allaient lâcher l'affaire en disant ouais, moi je veux juste faire mes vidéos, ils me font chier avec leurs revendications, je vais les laisser comme ça. Et du coup, pour eux, c'était viable de faire des claims en chaîne de façon massive parce que il y avait tout un tas de vidéastes qui allaient abandonner et du coup, ces revenus que les vidéastes généraient n'allaient pas dans leur poche, mais dans la société de ces escrocs là qui harcelaient tout le monde. Et je me dis mais est-ce que il peut pas y avoir ce genre de dérive qui reviennent un petit peu, quoi, sur le devant de la scène, sur YouTube, quoi. Et moi, j'avoue, ça me fait un peu flipper, ça me fait un peu chier, parce que aujourd'hui, on se dit, mais on travaille avec des boîtes, avec des grosses boîtes, qui, elles aussi, sont très tributaires de YouTube, et qui sont dans leur bon vouloir, enfin, qui doivent composer avec les règles, encore une fois, floues, ou les mécanismes absurdes qui sont mis en place pour se protéger, eux, YouTube, quitte à donner des droits qu'ils n'ont pas à d'autres sociétés, quoi. Et c'est vraiment débile, quoi. Aujourd'hui, c'est vraiment au vidéaste responsable de sa chaîne de prouver systématiquement que ce n'est pas lui qui a tort. En gros, on peut se faire attaquer par n'importe quel organisme qui nous dit bah non, t'as pas le droit de faire ça, alors que on a les droits. Et tout ça, c'est un petit peu fatigant. Voilà, donc j'espère que, je sais pas, il va y avoir une évolution de ces claims de copyright, que ça va aller un petit peu mieux, peut-être qu'il y a des discussions qui vont s'ouvrir avec les différentes sociétés d'ayants droit dans les différents pays, je l'espère vraiment, parce que là, actuellement, on arrive à un niveau de débilité
qui est stratosphérique, quoi. Et ça fait perdre du temps à tout le monde et surtout beaucoup d'énergie. Et souvent, quand je vois ces revendications-là, je me dis, mais j'ai pas que ça à faire, quoi, de gérer ces problèmes-là. C'est énergivore, c'est fatigant, alors que y a pas raison d'être, quoi. On a tous les droits là-dessus. Voilà. Donc c'était un peu ce coup de gueule que je voulais partager avec vous à propos de ce problème de monétisation, de démonétisation, on va dire, autour des musiques.